Bonjour tout le monde. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler du mindset de l'entrepreneur. Parce que pour entreprendre, il y a des actions à mettre en place, il y a des actions de gestion, mais avant même de poser la première action, il faut être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est d'abord avoir un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit. Comme vous le voyez, on a séparé le cours en trois grandes étapes. La première étape, qui est la stratégie générale de la sensation, du feeling. Donc, quel est votre projet? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous le sentez? Puis, une fois que vous avez défini ça, alors on passera à la stratégie marketing. Vous voyez qu'il y a think au-dessus comme pensée. Donc, la stratégie marketing, ça va être toutes les questions qu'on va se poser pour organiser sa vente ciblée, etc. Et c'est toutes les analyses qu'on va faire par rapport à ça. Et puis enfin, on passera à la stratégie commerciale, ACT, c'est-à-dire traduire la stratégie marketing en action, notamment en action de vente et de communication. Nous entrons donc dans la stratégie générale. Alors, on a décidé avec Salvatore de ne pas lancer les différentes petites vidéos qui animent toute la présentation. N'hésitez pas, celle-ci elle est particulièrement amusante. Profitez-en. Quel est donc votre mindset d'entrepreneur? C'est une question qu'on a posée en fait à tous nos étudiants depuis pas mal d'années maintenant. Des étudiants aussi bien de l'IFAPME qui sont dans des formations qui leur apprennent un métier, mais aussi à nos étudiants de HEC qui sont dans des formations de gestion. Et on se rend compte que peu importe le niveau universitaire ou non, peu importe l'orientation des études, on obtient à peu près toujours les mêmes résultats de ce qui pousse quelqu'un à être entrepreneur, à vouloir devenir entrepreneur, et ce qui le freine dans son envie de devenir entrepreneur. Alors, ce qu'on obtient dans les plus, c'est la liberté, le besoin d'être libre, avoir envie d'être son propre patron ou sa propre patronne, de faire ce qu'on a envie, comme on a envie, quand on a envie, de choisir ses horaires. Certains espèrent gagner beaucoup d'argent, puisqu'ils ne dépendront plus d'un patron qui prend sa part, mais qu'ils seront directement les patrons et pourront donc gagner plus d'argent. Nous recevons aussi beaucoup de feedback sur le fait que les gens voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat pour être fiers, donc s'auto-réaliser au travers d'un projet entrepreneurial, être fier de sa réussite. Encore faut-il qu'il réussisse. Et donc, s'auto-réaliser, c'est aussi donner du sens, développer quelque chose qui fait sens pour nous. Quand on travaille pour quelqu'un, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie, ou parfois on travaille dans un domaine qui nous passionne, qui nous intéresse, mais on ne le fait pas de la manière dont on a envie de le faire. A fortiori, le sentiment, c'est que quand on est son propre patron, eh bien, on fait les choses comme on l'entend, on donne du sens à nos actions, à notre projet. Et puis, un des derniers éléments qui revient régulièrement, c'est d'avoir un travail varié. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque quand on est entrepreneur, on est à la fois dans le métier, mais aussi à la fois dans toutes les tâches de gestion. Et donc, ce n'est pas un seul métier, mais bien plusieurs métiers. D'ailleurs, avec Salvatore, on a l'habitude de parler de faire la comparaison avec le terme anglais CXO, donc Chief quelque chose Officer, c'est un peu les mots à la mode pour le moment dans les grosses boîtes. Donc, tout le monde a déjà entendu parler dans les médias de CEO, Chief Executive Officer, le boss, celui qui gère la boîte. De plus en plus, il y a les gens qui ne sont pas vraiment les boss, mais qui gèrent quand même les activités au quotidien. COO, Chief Operational Officer. Vous avez les CFO, Chief Financial, les finances, Officer. CTO, Chief Technical Officer, pour tout ce qui concerne la recherche, l'informatique, etc. Donc vous avez plein de Chief quelque chose Officer. On a même des gens qui se pensent absolument incroyables en s'appelant CHO, Chief Happiness Officer. Donc le responsable du bonheur des gens au travail.
C'est la nouvelle mode pour ne pas dire qu'on est DRH. Donc, il y a tous ces CXO et en fait, quand vous êtes entrepreneur, bah, vous avez toutes ces casquettes-là. Vous êtes à la fois la personne qui gère la boîte, qui fait les photocopies, qui s'occupe de l'informatique, qui est l'administratif, qui est le responsable des ressources humaines, qui est celui qui produit. Donc, vous avez toutes ces casquettes. Avoir un travail varié, ça, c'est clair que vous serez là-dedans. Chaque côté de pièce a son revers, finalement. Et donc, on voit qu'avec la liberté vient le stress. Et ça, c'est ce que tout le monde redoute, c'est d'être très stressé. Et certains vont plus loin en disant, mais le stress, c'est carrément un problème pour la santé. Trop de stress, ça risque je risque de me tuer à la tâche. Donc, voilà. Et en fait, la liberté, c'est assez stressant. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on n'a pas le choix, finalement, on fait les choses comment on nous le dit. Et bon, on a du stress si on a beaucoup de travail, si on a des clients, etc. Mais quand on est libre, en plus, on a le stress de choisir ce qu'on fait, comment on le fait, et d'emporter la responsabilité. Et ça, c'est extrêmement stressant d'être responsable de ses actions. Alors, être son propre patron, c'est bien, mais encore faut-il convaincre des clients. Donc, je vous parlais de responsabilité. Tout le monde ne se sent pas forcément à l'aise avec la casquette du vendeur. Et pour aller convaincre ses clients, n'est pas sûr d'arriver à vendre finalement. C'est le gros stress, c'est de dire bah, peut-être je vais bien travailler, mais en fait je ne vais pas arriver à vendre parce que je ne suis pas un vendeur né. Alors choisir ses horaires en fait versus ça, on a travaillé tout le temps. Beaucoup de nos étudiants sont issus de familles entrepreneuriales et savent que bah, en fait on n'a pas vraiment d'horaire. Si on est dans l'ORECA, c'est même pire, on a les horaires inversés de tout le monde. On travaille le soir, on travaille le week-end, on ne s'arrête jamais. Et même quand on ne travaille pas, en fait, on travaille. Et ça, c'est une inquiétude que beaucoup ont. Alors, le revers de gagner beaucoup d'argent, bah, c'est l'inverse, c'est d'en perdre beaucoup, et c'est la question de la faillite. Beaucoup de gens ont peur de la faillite. Alors, en cette période de Covid-19, bien entendu, c'est une thématique qui revient encore plus sur le devant de la scène. Voilà, on verra avec Salvatore que la faillite, c'est pas toujours grave. Ça peut aussi s'éviter. On peut se protéger contre la faillite. Donc, on va voir un peu ça avec Salvatore. Alors, être fier, c'est bien, mais on a aussi peur du regard des autres. Parce que si vous écoutez pas mal d'entrepreneurs discuter dans des podcasts, dans des interviews, dans des émissions, ils vous diront tous « Ouais, mais en fait, on m'a dit de ne pas le faire. » On m'a dit attention, te lance pas, attention, c'est risqué, mais tu vas faire des heures. Et donc vous avez ce regard des autres un peu permanent qui pèse sur vous. Euh, pensez à vos grands-parents. Moi, mes grands-parents, on n'arrête pas de me dire mais mon petit chéri, tu travailles beaucoup trop, arrête, trouve un truc plan-plan, etc. Et donc on est parfois incompris par rapport aux autres. Alors donner du sens, développer son projet, c'est bien, mais si on se plante, il y a un impact psychologique outre le risque financier de la faillite. L'échec, c'est quelque chose qu'on redoute assez bien. Alors bien sûr que tout le monde va vous dire, si vous lisez un peu la presse managériale pour le moment, l'échec c'est génial, on apprend de son échec. Il y a même des salons aujourd'hui qui sont des salons fail, et vous avez plein de jeunes entrepreneurs, de start-upers qui se rendent à ces salons pour voir les gens qui ont échoué, témoigner de leur échec et leur dire « Oui, c'est génial tout ce qu'on a appris de l'échec ». Alors ça, c'est le côté un peu où on polisse l'échec et on le fait briller sous un jour nouveau et chouette. N'empêche que se planter, ça fait toujours mal. Et on a beau se relever, on a beau apprendre, c'est quand même parfois difficile à encaisser. Et puis, il y a un peu ce mythe de la sécurité de l'emploi. C'est beaucoup plus sûr d'être salarié que d'être indépendant. Voilà un peu les deux sons de cloche qu'on a, et à la fois dans le vrai et à la fois dans le positif et à la fois dans le négatif, pardon, il y a du vrai et du faux. On va essayer de décortiquer un peu ça avec Salvatore. Salvatore, impression à chaud. Je dirais que on fait souvent l'amalgame entre l'indépendant, je n'aurais pas parlé d'amalgame, mais on fait souvent la dichotomie entre l'indépendant et le travailleur. Pour le moment, c'est les deux seuls statuts qui existent sur le marché.
Et fort de ces attraits, craintes par rapport au fait de se lancer dans un projet, on est en train de parler sur le marché de l'emploi d'une nouvelle forme qui s'appelle le travailleur autonome, c'est-à-dire un travailleur salarié qui aurait quelques traits de caractère de l'indépendance, c'est-à-dire la liberté, être son propre patron, choisir ses horaires. En fait, ça pourrait ne pas être incompatible avec le travail de salarié. Euh, la seule chose, c'est qu'on est dans un carcan d'un contrat de travail qui nous impose une série de choses et ça peut nuire à la productivité. Et donc, simplement pour un peu nuancer ce qu'on est en train de dire ici et de faire, et c'est ce qu'on va faire tout au long de la formation, c'est-à-dire faire un peu l'apologie de l'entrepreneuriat, c'est dire qu'il y a aussi une troisième voie qui est la voie du travailleur autonome. Je pense qu'il y a des entreprises qui, dans les années à venir, vont se lancer aussi là-dedans. Voilà, c'était un peu une parenthèse un petit peu à côté de ce qui vient d'être expliqué, mais tout ça pour dire que pourquoi est-ce qu'on veut plus de liberté, pourquoi est-ce qu'on veut être son propre patron, c'est quelque part qu'on ne les trouve pas dans le salariat. Parce qu'on pourrait se dire, je suis passionné de plomberie, je m'amuse bien chez mon patron, mais en fait, il me manque tous ces côtés-là. Et c'est peut-être pour ça que je veux lancer mon affaire. Et donc, il y a peut-être une voie médiane qui est ce travailleur autonome qui... Ben oui, dans le salariat, on voit tous les mots du siècle actuellement dans les journaux. Ça titre, à mon avis, au moins une fois par semaine sur les 3 grandes maladies du salariat à l'heure actuelle, du salariat du travail, hein, mais du salariat quand même. Euh, Burnout, je travaille trop et donc je brûle la chandelle par les deux bouts, je crame. Burnout, c'est ça, je brûle. Mais alors, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait du bore-out dans le salariat. Donc, bore, B-O-R-E, je m'ennuie. En fait, je dépéris, je tombe en dépression tellement je m'ennuie. Et alors, vous avez maintenant une nouvelle catégorie de crise existentielle qui est le brown out, donc brown comme brun, qui est je ne trouve pas de sens dans mon travail. J'ai l'impression que je ne sers à rien. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui ont été publiés récemment sur les bullshit jobs, donc tous ces gens qui ont des jobs qui ne servent à rien, en tout cas dans lesquels ils se sentent inutiles. Il y a des cas extrêmement rigolos avec ça, enfin rigolos quand on les voit de l'extérieur, notamment en Suisse, ça va, je ne sais pas si tu te souviens de cet article-là, un mec qui travaillait aux archives, au sous-sol d'une grosse d'une organisation publique en Suisse. Et, il s'est dit qu'il servait à rien. Et en fait, il est tombé malade et il n'est pas venu travailler et il n'a pas eu de courrier des gens du boulot. Et en fait, quand il a plus été malade, il a décidé de ne pas revenir. Et en fait, personne s'en est rendu compte. Et il a été payé pendant plus de 2 ans sans être là, sans venir, et sans que personne s'inquiète. Parce qu'en fait, son job ne servait à rien. Donc vous avez vraiment un peu ces grosses souffrances du travail qu'il y a pour le moment. Et c'est vrai que sortir des carcans habituels pour aller vers une autonomie de travail qui peut se traduire par des nouvelles typologies de contrats ou qui peut se traduire par être son propre patron, peut vous aider à combattre certaines de ces maladies. D'ailleurs, je pense que dans les indépendants, la charge de travail abattue est bien souvent plus importante que dans le salariat. On a parlé des horaires qui étaient un peu explosés, de la charge de travail qui est forte, et pourtant, ils tiennent, ils crament pas. Moins, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a du sens. Parce qu'ils se battent pour leur projet, parce qu'ils veulent, ils sont hyper investis dans le truc. Si je travaille pour quelqu'un qui me dit de faire des trucs, qui a trop de boulot et qu'en plus je m'emmerde, je vais crouler. Alors que si c'est mon bébé, je vais tenir beaucoup plus. D'ailleurs, les jeunes parents, et Salvatore t'en fait partie, disent tous, on se découvre des ressources, on se découvre de l'énergie, on se découvre des compétences et des forces insoupçonnées au préalable. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Votre entreprise, votre activité, c'est votre bébé. Et on se trouve une énergie, on se trouve, comme aujourd'hui, Salvatore et moi, en train d'enregistrer ce cours-ci, à bientôt minuit. Voilà, on s'organise pour faire des choses et on trouve le temps et l'énergie pour faire des choses qui nous semblent
bonne pour notre bébé qui est notre activité. Voilà, sinon, par rapport à ce qui est travaillé tout le temps, je pense que ça dépend aussi de comment vous vous organisez. Il y a une grosse tendance pour le moment avec le coronavirus où on a vu tout le monde dire qu'il leur... C'est une question qu'on se pose d'ailleurs, hein, Salvatore, qui est de dire, ben voilà, on est entrepreneur et pourtant, on sait travailler beaucoup, on sait travailler tout le temps, mais est-ce qu'on ne doit pas revenir à l'essentiel? Tiens, c'est quoi nos valeurs les plus importantes? Est-ce qu'on veut gagner beaucoup d'argent? Est-ce qu'on veut remettre notre famille au centre de notre vie? Est-ce qu'on veut continuer à faire beaucoup de trajets? Est-ce qu'en fait, le télétravail, c'était pas mal? Donc, il y a pas mal de questions. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on fait tous les choix de manière hyper intelligente, autonome. En fait, on reste dans tous des carcans de société et dans des modèles, dans des modèles de business et de travail qui nous sont habituels. Et c'est pas parce qu'on se dit, bah, demain je suis mon propre patron, qu'en fait on va sortir de ces modèles-là. Et j'irai même plus loin, quand je vois choisir ses horaires, euh, euh, on pourrait même dire choisir ses clients, choisir ce qu'on fait. Et en fait, moi je me rends compte que je m'impose certains clients. Je m'impose de travailler sur des choses qui ne me plaisent pas pour diminuer mon risque. Donc, je suis indépendant, je cours donc un risque si jamais je perds pas mon emploi, mais mes clients, donc mon travail. Eh bien, pour minimiser ce risque, je m'auto-impose des choses qui ne me font pas kiffer, en fait, mais que je vais continuer à entretenir parce que c'est pérenne, parce que ça paye pas bien, mais au moins c'est récurrent, parce que, enfin voilà, bon, je pense que Salvatore, tu as eu aussi des activités comme ça, et tu te poses ce genre de questions pour le moment. C'est-à-dire, bah, tiens, sur quoi on va vraiment mettre l'accent? Est-ce qu'il n'y a pas des activités qu'on traîne comme des boulets, malgré nous, malgré notre esprit entrepreneurial, des choses qu'on pourrait lâcher en fait? Ouais, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, dans à peu près tous les secteurs, dans tous les jobs, chaque patron pourrait se dire quelle partie de mon entreprise, au sens large, ça peut être des clients, ça peut être des activités menées, je pourrais lâcher. Et on s'aperçoit qu'il y a toute une série de choses qu'on fait ou toute une série de clients pour lesquels on travaille, mais si on est hyper rationnel, on pourrait se poser la question, est-ce que ça vaut encore la peine? Enfin, pourquoi est-ce que je garde cette clientèle-là? Pourquoi est-ce que je continue à vendre cette gamme d'objets? Pourquoi est-ce que je garde le partenariat avec cette marque-là? Pourquoi est-ce que je ne change pas cette pièce-là? Euh, Ça peut être des clients non rentables, ça peut ouais. être des clients qui nous cannibalisent en fait. Je pense aux producteurs de lait, de légumes, de viande, etc., qui vont pour écouler plus facilement leur, euh, leur stock, faire des contrats avec les enseignes de grande distribution. Et puis vous avez des Carrefour, des Delhaize, des Colruyt qui vont aller foutre une pression de malade sur ces agriculteurs pour produire à fond pour remplir les rayons. Du coup, eux, ils doivent réinvestir dans du matos, engager, prendre des intérimaires, se tuer à la tâche pour produire. Et comme la grande distribution a un pouvoir de négo qui est hyper puissant, ils se retrouvent à faire des invests, à travailler comme des malades et finalement à vendre plus, mais avec des marges tellement ridicules qu'ils s'épuisent pour pas beaucoup gagner d'argent. Et vous avez pas mal d'interviews d'agriculteurs qui disent bah, en fait, on est revenu au bio, on a lâché les pesticides, on est revenu sur des surfaces plus petites, on travaille avec la météo et avec nos mains et puis avec des grosses machines, on vend beaucoup moins, mais qu'est-ce qu'on gagne mieux et qu'on vit mieux? Voilà, typiquement le genre de choses qui peut se passer. Et on le voit actuellement avec la crise, il suffit d'aller, avec cette crise sanitaire, il suffit d'aller dans les magasins. On commence à voir qu'il y a des pénuries de tel produit. Et quelque part, et c'est une phrase que je, je, je redirai tout au long
du cours, et c'est une phrase qui est empruntée à Coluche. En tout cas, c'est dans un de ses sketchs que je l'ai entendu, c'est quand il pleut des roubles, les pauvres n'ont pas de sac. C'est-à-dire quand bien même la chance sourit, quand bien même les clients viendraient à pleuvoir, parfois on ne sait pas les accueillir. Et c'est un petit peu une crise de ce type-là qu'on est en train de vivre maintenant, c'est-à-dire qu'on voit des producteurs de lait, de viande qui se plaignent, mais quand on va dans les rayons de supermarché, quand on essaye de commander des paquets en ligne, quand on essaye de se fournir auprès de coopératives qui font des paquets, ben, on n'arrête pas de voir rupture de stock, on n'est pas approvisionné. Ben, on se dit, mais ils sont où alors tous ces producteurs? Et, et voilà, ici par exemple, je prends l'exemple de la coopérative Fairbel. Moi, je suis un grand consommateur de tout produit laitier, notamment Fairbel. À l'heure actuelle, vous vous promenez dans n'importe quelle grande surface, vous ne les voyez que peu présents. Or, vous dites, ils font du beurre, ils font des yaourts, ils font du lait au chocolat, ils font toutes sortes de lait, ils font des crèmes, mais on ne les voit pas. Alors, on pourrait se poser, ben, ces coopérateurs qui se disent, je produis dans mon activité laitière, la demande est là et j'arrive pas à produire, où le bas blesse. Donc voilà, il y a une espèce de crise, il y a une crise dans la crise. On voit beaucoup de personnes qui se plaignent dans leur commerce, mais on en voit très peu qui sont en train de changer complètement leur mindset, leur état d'esprit, en se disant, bah, c'est moi qui vais aller vers le consommateur. Ah ben non, je préfère aller à la coopérative, c'est plus facile, comme Sylvain le disait. Euh, j'ai toujours vendu du lait, ben je vais vendre du lait demi-écrémé parce que c'est plus facile. Je ne vais pas aller vers le lait au chocolat alors que peut-être la demande est là. Euh, voilà. Euh, Par exemple, quelque chose qui est frappant, je prends toujours cet exemple-là. euh, Aujourd'hui, la Belgique est un producteur de pommes. Quand il y a eu la crise avec la Russie qui a mis un embargo sur les pommes belges, les pommes et les poires belges, on s'est dit, oh mon Dieu, on a plein de pommes et on a plein de poires. Ben, essayez d'aller aujourd'hui dans un magasin, essayez de vous dire, tiens, j'ai du jus de pomme et j'ai du jus de poire. En bouteille, pasteurisé, ben, vous n'en avez pas. Vous essayez d'avoir des jus pour les petits bouts, vous n'avez pas. Donc, voilà, je ne sais pas où est le problème, mais en tout cas, je pense qu'il y a une problématique de mindset chez beaucoup d'entrepreneurs. On perpétue ce qu'on a connu et tel que le marché a été structuré et on n'ose pas le changer. Et donc ça, c'est aussi, ça fait quelque part partie des craintes, surtout si vous reprenez une entreprise familiale, n'ayez pas peur de, de, de rompre les codes, n'ayez pas peur de changer complètement votre façon de faire, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, n'ayez pas peur d'affronter la pression familiale qui vous dit non, continue à faire comme on a toujours fait. Voilà, c'est aussi quelque part une crainte que beaucoup ont, mais c'est un challenge. Donc, voilà, à nouveau, c'est encore une petite parenthèse, mais ce que tu viens de dire m'y a fait penser. Je terminerai avec un dernier commentaire sur un des aspects que je vois dans ce tableau comparatif, c'est le regard des autres. Et j'avais un prof d'entrepreneuriat à HEC que je détestais et qui nous avait dit, une des leçons de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneur est seul. Et, et comme je le détestais, je t'ai dit, toi, tu es vraiment un gros blaireau. Bien sûr que non, l'entrepreneur peut être super en équipe, on peut entreprendre ensemble, etc. Alors, deux choses là-dessus. Entreprendre ensemble, c'est avec qui? Déjà, c'est mon premier commentaire. Attention, si vous entreprenez avec des amis, travailler avec des amis de longue date, c'est d'un coup mettre quelqu'un qui on parlait de certaines choses et on ne parlait pas de certaines choses à un autre niveau. Puis d'un coup, comme c'est un ami, on ne va pas vouloir lui faire du mal, sauf qu'en fait, on a des frustrations parce que trouve qu'il ne fait pas ce qu'il doit, ou il ne le fait pas comme il doit, ou il prend trop d'argent, ou on se pose des questions. Il y a toujours des frictions dans le boulot, toujours. Mais quand on fait face à ces frictions avec des collègues, on a une relation de travail et des collègues peuvent devenir des amis. C'est ce qui s'est passé entre Salvatore et moi. Des collègues initialement et puis on est devenus amis. Mais quand on est amis et qu'on devient collègue, c'est une transition qui est difficile à gérer.
Donc, attention à travailler avec vos amis, première chose. A priori, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Personnellement, je n'ai pas eu une bonne expérience en engageant un ami qui, droit dans les yeux, m'a dit « mais non, t'en fais pas, ça va aller ». J'ai dit « t'es sûr ? Parce que quand même, t'es ancien boulot, t'es parti en dépression plusieurs fois. » Non, non, ça va aller, pas de problème. Ok, tu me fais la promesse d'ami à ami, en plus de collègues. Ouais. Résultat, ça n'a pas fonctionné du tout. Difficile de recoller les morceaux après. Et ça, c'est dommage de mettre en jeu une amitié si vous collaborez avec des amis. Première chose. Deuxième chose, pire que les amis, la famille. Moi, quand je suis rentré à Access Group, comme étudiant, et puis j'y ai fait un bout de chemin, ma mère y travaillait à Access Group. C'était la collègue de Salvatore. Et j'ai donc commencé à travailler avec elle. Et puis finalement, elle est devenue cliente. Et pendant des années, j'ai eu une relation professionnelle avec ma mère. Aujourd'hui encore, les premières choses dont on discute quand on se voit le week-end, c'est toujours de boulot. Avant toute chose. Et donc, attention, si les relations familiales sont avant tout des relations privées qui vous sont chères, attention peut-être de ne pas entreprendre avec des gens pour lesquels vous mettriez en péril cette relation. Donc ça, c'est par rapport avec qui vous travaillez. Les autres, en tant que vos collègues. Ma deuxième réflexion, c'est par rapport aux autres avec qui vous ne travaillez pas. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé, c'était au Nouvel An, il y a 2 ans ou 3 ans. Je me suis retrouvé avec des anciens de ma promotion d'HEC, tous des gens dans des grosses boîtes, dans des... ça va Proximus, Anetis, en passant par ce que vous pouvez imaginer comme plus ou moins grosses boîtes de la région liégeoise. Pendant 45 minutes, je pense, j'étais complètement perdu. Ils ont fait que comparer leur catalogue de voitures de fonction. Ah, mais moi, tu sais, avec ma promotion, j'ai pu avoir l'Audi, je sais pas quoi. Ah ouais, t'as eu un téléphone aussi? Ouais, nouveau téléphone. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, mes intérêts, c'est gérer ma boîte, trouver mes clients, vraiment faire fructifier mon activité. Et je me retrouvais au milieu d'une conversation avec des gens qui passaient leur temps, en fait, à faire des PowerPoint, gérer des fichiers Excel, avoir des tâches routinières et quotidiennes, qui ne vivaient pas l'excitation et l'émulsion quotidienne que moi je vivais. Mais par contre, les choses vraiment importantes, c'était une bagnole de fonction, un ordinateur, un téléphone. D'un coup, on se rend compte qu'on est très très différent de beaucoup de gens. Et parfois, c'est même compliqué à gérer au sein du couple. Hein. Vous avez votre époux, votre épouse qui vient de dire « Ah, je suis crevé ». On n'a qu'une envie, c'est de lui dire « T'es crevé, si t'avais eu ma journée, tu saurais ce que c'était d'être crevé ». Alors qu'en fait, on n'a pas à dire ça, évidemment. Chacun a son niveau de tolérance à la fatigue, chacun ses stimuli extérieurs, et pourtant, c'est compliqué à gérer la relation aux autres. Et donc, alors que je détestais ce prof d'HEC, je suis obligé de lui dire « T'avais raison, moi qui suis un animal social, depuis que je suis entrepreneur, je me rends compte que je vis dans une certaine solitude à laquelle on part, évidemment. On discute, on travaille entre collègues. Avec Salvatore, on est en train de se dire l'année prochaine, bah tiens, maintenant qu'on a des activités qui se séparent, est-ce qu'on garde encore ce client-là? Bah oui, on va le garder pour continuer à travailler ensemble. Voilà, il y a des choses à faire qui sont peut-être même pas rentables, mais qui permettent de se sentir bien et moins seul. Et c'est vraiment un aspect important à gérer quand vous êtes indépendant. Ben, on vous voit dans la prochaine vidéo où on va commenter quelques ressources liées au mindset. C'est une vidéo un peu optionnelle, c'est pour aller plus loin par rapport au mindset de l'entrepreneur. À tout de suite.